Vraiment très très heureux de vous recevoir. C'est une opportunité parce qu'évidemment je crois que dans votre filmographie qui est très importante, il y a en tout cas un ou deux films qui ont marqué toute la cinéphilie des gens qui sont présents dans cette salle. Et c'est pour ça je crois qu'ils sont aussi nombreux aujourd'hui. J'avais peut-être une première question parce que, comme je disais, la belle chose avec les rencontres du 7e art, c'est que les invités passent d'une salle à l'autre. Ce matin, vous êtes allé écouter Paul Auster, qui présentait son film au Capitole, ici à Lausanne. Et c'est un écrivain qui fait du cinéma. Vous-même, vous êtes scénariste avec votre frère. Vous avez travaillé sur les projets, vous avez écrit tous vos projets, même si certains sont des adaptations. Est-ce que dans la discussion avec Paul Auster ce matin, vous pouvez voir des particularités ou des choses que vous avez en commun entre votre travail d'écrivain scénariste et le travail d'un romancier comme Paul Auster? Well, it was interesting actually talking to Paul yesterday because we were talking about literature and film, and I said to him it's been sort of a hallmark of my experience in talking to students and press and people throughout the years about what the influences on our movies are. And I said it's frequently the case that the influences are actually more literary than they are cinematic. So a lot of the, I think, inspiration that we've drawn or the things that we've thought about when we're thinking up a story, at least initially, come from a love of books and literature as opposed to necessarily thinking about movies. C'est plutôt dans la discussion que j'ai eue hier avec Paul Auster que effectivement quelque chose est apparu. C'est que je lui disais que assez systématiquement, quand on est amené, mon frère et moi, à nous exprimer sur nos sources d'inspiration, que ce soit face à des journalistes ou face à des publics ou des étudiants, ce qui revient souvent, c'est que nos sources d'inspiration au moment de l'écriture, ou en tout cas ce qui initie notre pensée, qu'on va par la suite coucher sur le papier, beaucoup plus souvent que du cinéma, c'est en effet des œuvres littéraires. C'est la littérature qui nous nourrit. Et entre le rapport qu'il peut y avoir de façon très solitaire d'un écrivain face à sa page blanche, et puis le rapport de collaboration que vous avez avec votre frère, cette écriture à deux mains, est-ce qu'elle ne diffère pas de façon fondamentale de celle d'un romancier? Yeah, it's completely different. I mean, the actual practice of making movies is, you know, at its core, it's a collaborative one. It's a collaborative art form. It's not a solitary art form in every respect. And with my brother and I, it really is in every respect because we write together. That's a kind of collaboration. It's a very private kind of collaboration. And then you go into a social situation, which is the actual production of the movie. And it's really just, that's an extension of it. I mean, that's an extension of that initial collaboration. So yeah, I don't, you know, I'm not a painter, I'm not a novelist. I have fallen into or chosen to pursue something which really is a social enterprise. C'est fondamentalement différent. Le geste cinématographique est par essence un geste collectif. C'est un travail qui se fait en groupe et pour nous, le groupe commence tôt puisque dès la première étape qui est celle de l'écriture, c'est en effet une écriture à quatre mains dans une relation binaire, donc dans une petite communauté qui s'élargit dans les étapes suivantes où ça devient vraiment un exercice social et collectif. Donc en effet, je ne suis pas peintre, je ne suis pas romancier. J'ai choisi, ou alors je suis tombée dans un acte, un mode de production qui est par définition une entreprise collective. And it's also true that from the very beginning, we have resisted the impulse or the necessity of taking a
a possessory credit on our movies. Our movies don't say a film by Joel and Ethan Coen, because they aren't. They're a film by all of the people who worked on the movie. We fulfill a certain, we're a part of that equation, but we're a part of a fairly long equation. And that's why I don't particularly like that credit. Et d'ailleurs, nous avons pris le soin dès le départ de notre carrière, mon frère et moi, à ne pas mettre à notre crédit seul, individuel, l'existence de nos films. Nos génériques ne disent jamais un film de Joel et Ethan Coen, puisque c'est le film de toutes les personnes qui l'ont fait. Donc certes, nous deux sommes une partie de cette équation, mais cette équation est vaste. Elle existe au-delà de nous et il nous semble très important de le signaler. C'est intéressant que vous disiez ça parce que là où votre travail va dans la même direction, c'est qu'il y a un grand plaisir dans votre cinéma à la citation reconnue, montrer, citer un autre réalisateur, citer un autre écrivain. Dans le dernier film, montrer un livre, filmer des livres, travailler avec des chapitres. Cette idée très postmoderne que le cinéma s'inspirerait de plein de choses. Moi, j'avais envie de vous proposer pour commencer un extrait d'un film qui n'est pas de vous, qui est un film de John Ford, qui a été présenté lundi dernier à la Cinémathèque suisse. Par hasard, je vais voir le film. Quand il y a un film de John Ford, il faut toujours aller le voir sur grand écran. Et quand j'ai vu une scène dans ce film, mais je me suis dit, c'est formidable, samedi, on verra Joel Coen. J'aurais voulu lui montrer cette scène pour savoir ce qu'il en pensait. C'est un extrait de Two Road Together, John Ford, et on le regarde avec vous si vous êtes d'accord. Harder in my saddle. You're in great shape, sitting on that porch. You know, still can't figure it out. Huh? Can't figure it out. No fuss, no argument. What made you decide to come along? Ride all night on some wild goose chase. I'll tell you this, you didn't decide me to come along. I'll tell you that. I figure I did. Those things come one in a box? Don't you ever buy your own cigar? Sure. Bought two last payday. That was 3 months ago. Yeah. Thanks a lot. Hey, I got a match. Yeah, I'm surprised you can afford to match it. Yeah. I can handle that, all right. Why did you come? Well, if you must know, it was mostly to get away from Belle. Belle? Why? I thought you two were kind of... I know. Well, to be completely ungentlemanly about it, not that I ever pretended to be otherwise, we were. That's what I heard. And just lately, she started calling me Gut. I noticed that. Yeah, Gut. The first time I heard her, I thought she got something stuck in her teeth or something. Gut. But she didn't have anything stuck in her teeth. It was in her craw. And a few nights ago, she got it out. Yeah, go ahead. What happened? Well, it's not a subject you can discuss in mixed company, especially when one of the parties is matrimony. No. Matrimony. Holy smoke. Matrimony. And of course, in this case, when one of the parties is sort of, you know, she carries a stiletto right there in her garter. I know. And we were sitting around the place talking. How do you know? Well, you just told me. You say, she actually proposed, huh? You didn't know about that before? About what? About the stiletto? How would I know about that before? Come on. What do you mean? Did she propose? No. She didn't. If you mean getting down on one knee and propose, she didn't do that. You have to give her credit for a little more animal cunning than that. No, as I
And I remember the approach. It was that she didn't see why I was satisfied with just 10% of her take when she was willing to go for 50-50. You mean to tell me you've been getting 10% of Madame Aragon's place? Well, now, don't tell me you didn't know about that. No, I didn't know about that. I get 10% of everything in Tascosa. Holy crime and Anthony. Look, this goes along with the job of marshal. Well, you're it's no secret about Look, it. you're Everybody a knows dirty it. thief, No, wait, McCabe. wait a minute. You don't think I could live on the marshal's salary, do you? A measly $100 a month, Jim? Well, that's 20 more than I get. I know, but look at you. Look at you, Jim. Oh. Jim, you're a man of simple wants. Oh. I just require a little more. Oh, come on. That's a lot of Horses are watered, sir. All right, Posey. The men refilled their canteens? Well, the men did, but I didn't notice you refilling yours. That's right, Sergeant. I'm afraid I haven't. Now, there you go again. Just when I think I got you trained real good, you go forgetting things like now. It's just downright discouraging, Lieutenant. I'm sorry, Sergeant. It won't happen again. Hey, Slim, fill mine up while you're at it, will you? Now, see here, civilian... Posey. Marshal McCabe's our guest. He's afraid of getting his fancy boots wet me with my feet killing it. Well, there goes another man with simple wants. 8 beers. Je voulais vous montrer cet extrait pour une chose très simple, au-delà de la qualité forcément du film de John Ford, mais vous ayez le même peut-être rapport ou la préoccupation de donner beaucoup de temps à des choses qui sont des small talk, des petites discussions entre personnages, dans des paysages spectaculaires, mais de savoir respecter le temps des acteurs en contrepoint des scènes d'action, puisque dans le film de John Ford, par exemple, il y a des scènes d'attaque de Comanche, aussi comme dans votre dernier film, et il y a ce plaisir, en fait, dans le fond, à filmer juste les gens qui parlent, des gens en train de parler. Yeah, no, it's brilliant. I mean, obviously, you're struck by the sort of simplicity of that scene, and I understand what you're saying because he's got two great actors, sort of working there, and he's just sort of respecting the idea of not doing anything fancy and letting them interact. Yes, it's interesting. I was also struck by, I think there's a famous story about Spielberg meeting John Ford and asking him for advice. And his only advice was, don't put the horizon line in the center of the frame. But, actually, when he does cut to a wide shot here, I noticed the horizon line's pretty much in the center of the frame. En effet, c'est une scène qui est très touchante par sa simplicité et je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'il a deux acteurs magnifiques face à sa caméra et il leur laisse le temps, il les respecte en effet en se disant que c'est pas la peine de leur faire des choses extraordinaires, mais il faut juste être là et observer l'interaction entre ces deux personnages et en l'occurrence ces deux acteurs. Et ça me fait penser à une histoire drôle qu'on raconte. On dit que Spielberg est allé voir John Ford pour lui demander des conseils. Et John Ford a dit la seule chose que je peux vous dire, c'est ne mettez pas la ligne de l'horizon au centre de votre plan. Et c'est tout ce qu'il lui a dit. Et quand on regarde ce plan et quand le plan s'élargit un peu, la ligne est à peu près pile au centre du plan. It's also interesting. John Ford when I was a kid, he wasn't really a big favorite of mine. And he's somebody whose work I came to really appreciate only as I got older. There were a few John Ford movies that I liked when I was a kid. I liked The Man Who Shot Liberty Valance, and I liked My Darling Clementine. And a lot of that was because of the performances by Henry Fonda and Jimmy Stewart and John Wayne. And John Wayne, who was the actor whose association with John Ford is most well-known and important, was also an actor I didn't care for very much when I was a kid. And I only came to an appreciation of him later in life.
And it was because someone I'm very close to was very taken with his physicality. And you realize when you watch John Wayne that he's almost closer to, there's this big, huge kind of lummox of a man who is actually, in his performances, it's closer to dance almost than it is to anything else. And it's John Wayne's physical grace, which is not something which is usually credited to him, is something that John Ford understood. And this clip is interesting because it goes to his sensitivity about what comprises good performance, and he recognized that in those actors in very, very specific ways. So I do like John Ford quite a bit now. Et c'est intéressant parce que quand j'étais très jeune, finalement, c'était pas trop ma tasse de thé, les films de John Ford. C'était pas un de mes cinéastes de prédilection. Et c'est vraiment avec le temps que j'ai appris à apprécier son cinéma. Quand j'étais jeune, je crois que les 2 films que j'aimais vraiment, c'était Qui a tué Liberty Valance et My Darling Clementine. Je ne sais plus quelle est la traduction française. Et je les aimais notamment en raison des jeux d'acteurs. J'aimais beaucoup y voir Henry Fonda ou James Stewart ou John Wayne, qui là aussi, en l'occurrence, n'était pas un acteur que j'appréciais particulièrement, et c'est surtout lui qu'on associait à John Ford, et je trouvais que c'était pas un type de jeu auquel je m'intéressais. Il m'a fallu là aussi prendre le temps et qu'on me suggère d'observer cet homme qui était une espèce de masse comme ça, une présence très massive à l'écran. Quand on observe son jeu relève plutôt de la danse que de quoi que ce soit d'autre. Et je crois que c'est vraiment le regard qu'avait John Ford avec lui et la sensibilité qu'il a eu à faire jouer, à observer John Wayne, c'était de cet ordre-là, de ce décalage-là entre le corps et son jeu d'acteur. Et d'ailleurs, dans la séquence qu'on vient de voir aussi, je pense que c'est ce dont il s'agit. C'est qu'en fait, il est très sensible à ce qui fait la spécificité, la qualité d'un jeu d'acteur, et il prend le temps et la distance pour les laisser offrir ça. Alors Bruno, donc finalement, maintenant, je l'aime bien, John Ford. Bruno, vous avez fait 3 films, maintenant avec les frères Cohen. Est-ce qu'il y a des injonctions comme ça, par exemple, de garder l'horizon au-dessous du milieu du cadre, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont interdites dans la discussion que vous avez quand vous faites du découpage? Est-ce qu'il y a des grands principes dans les films des frères Cohen au niveau de la construction de l'image et de la construction du cadre qui sont typiques à leur cinéma et que vous savez mettre en place assez rapidement maintenant que vous les connaissez? Non, pas vraiment. Une autre question? Mais non, on discute beaucoup en préparation. Bon, il y a des principes, par exemple, d'utiliser des courtes focales. Inside Llewyn Davis, on l'a fait presque entièrement au 27 mm. Et voilà, donc c'est un rapport à l'espace, quand même, qui est très différent d'un 50 mm ou quelque chose comme ça. Donc ça fait partie d'une écriture qui est la leur. Et après, il y a dans toutes les séances de découpage qu'on fait ensemble, ce qui me fascine le plus, c'est en fait la clarté de tout ça. C'est-à-dire qu'un plan a une fonction. Il n'y en a pas 2. Un plan, il est là pour raconter un moment de l'histoire et pas 2. Et c'est très très clair dans leur cinéma, en fin de compte. Et en plus, bon, il y a le côté aussi qu'ils savent très très bien. Enfin, le film est monté déjà dans leur tête. Je me souviens sur Buster Scruggs, quand Liam Neeson achète le poulet, on tournait de nuit comme ça, et j'avais éclairé un peu sur le côté, et puis je disais, mais on voit pas très très bien le poulet quand même. Est-ce que vous voulez que je rajoute quelque chose pour qu'on le voit mieux? Et Joël m'a dit, non, surtout pas. Le poulet est important dans les 2 plans qui viennent, mais pour le moment, on s'en fout. Et je lui dis, bon d'accord, c'est intéressant. Mais peut-être, on va regarder un extrait d'un film que vous avez photographié d'ailleurs, qui est Inside Llewyn Davis, dont vous venez de parler. Il y a quelque chose de très beau qui, pour le coup, rejoint un petit peu l'extrait de Ford, dans la simplicité de faire confiance dans une discussion importante à un champ contre champ.
Et souvent, les étudiants de cinéma ont peur que le chant contre chant, ce soit banal, c'est pas assez recherché, c'est pas assez fort, c'est trop la première idée qui nous vient en tête. Et là, en fait, on fait confiance aux acteurs, mais aussi à l'éclairage et au cadre que vous faites, et ça rend cette scène très très forte, de par justement la simplicité de ce chant contre chant. Alors si vous êtes d'accord, on regarde un extrait, et puis ensuite, 2 étudiants vous poseront une question. Okay, so that's it. You're okay. You're not green. But I don't have what, say, Troy Nelson has. You know Troy? A good kid. He's a good kid. Yeah. He connects with people. Look, I'm putting together a trio, 2 guys and a girl singer. You're no front guy, but if you can cut that down to a goatee, stay out of the sun, we might see how your voice works with the other 2. You comfortable with harmonies? No. Yes, but, no. No, I had a partner. Well, that makes sense. My suggestion? Get back together. That's good advice. Thank you, Mr. Grossman. Ouais. Pour faire le parallèle par rapport à cet extrait, où c'est un artiste qui se prend un échec, un fail, en tant que cinéaste, quand on fait un échec ou qu'on rate un film, on fait un flop, comment on rebondit? Est-ce qu'on va toujours nous faire confiance? Est-ce que les producteurs seront toujours là? Est-ce qu'on peut rebondir après un échec? Comment ça se passe quand on est jeune réalisateur comme ça? Well, yeah, well, it's interesting. I mean, this movie is a movie about, in a way, it's about failing. You know, you have to, I think it's a cliche, really, but you just have to take the long view in terms of anything that you're doing with something that you're doing with real seriousness, that you're going to have successes and failures, and you hope at the end, you hope each time it's going to be a success, but you never know. I mean, Billy Wilder once said, your movies are like your children, and of course you want them all to grow up and be Einstein, but you realize that some of them grow up to be idiots. And, but it doesn't mean you love them any less. So it's just trying to be philosophical about it. On peut, dans une certaine mesure, dire que c'est un film sur l'échec. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on les digère? Je veux dire une banalité, mais finalement, il faut prendre un peu du recul et se dire que, on espère que tous nos films soient des succès, mais qu'il n'y a pas de raison. La vie est faite de succès et d'échecs et qu'il faut les prendre comme tels. Et ça me fait penser à une citation de Billy Wilder. Il paraît qu'il a dit que nos films sont comme nos enfants. Quand on les met au monde, on a l'espoir qu'en grandissant, ils deviennent tous des Einstein. Mais parfois, il y en a qui deviennent des imbéciles. Et il faut l'accepter. Et ce n'est pas pour autant qu'on les aime moins. Mais qu'est-ce qui fait pour vous la notion d'échec ou de réussite? En fait, dans le fond, certains films n'ont pas forcément rencontré leur public, mais sont pour nous des films très importants, d'un point de vue de la cinéphilie, d'un point de vue de la présence dans les festivals. Qu'est-ce qui fait pour vous? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a certains films qui sont pour vous des échecs ou aucun dans votre carrière? Sans vous dire lesquels, sans que vous nous disiez lesquels évidemment, mais de se dire qu'est-ce qui fait pour vous la valeur finale d'appréciation par rapport à vous-même du film que vous avez fait? Oh no, I don't. There you have to separate all the sort of noise that happens around a movie from your own personal feelings about them and whether or not you think they have worth in terms of your sort of your own enterprise. I mean, it's all noise except for what you feel yourself, and by that I mean the commercial, success or failure of a movie, or even the critical success or failure of a movie. Obviously it's hard
and impossible really at a certain level to ignore all that. It affects you. It can very much affect your ability to continue working, but it shouldn't and it can't really affect your personal view of what you've done. In fact, it's even, a friend of mine suggested, and it's very true, all the noise around a movie is bad noise, including the good noise. So when something is a big success, that also distorts in a way your experience of what you've done, and as much as, in certain ways, as much as having a failure. So you can't shut it out entirely, but it's healthier. The more you can, the healthier it is, I think. Je pense qu'il faut séparer complètement le bruit suscité par les films quand ils sortent et votre propre perception de le résultat de votre démarche et de la proximité du résultat avec ce que vous aviez à cœur. Le succès d'un film, que ce soit le succès commercial ou le succès critique, de toute façon produit un effet sur vous que vous ne pouvez pas éviter. C'est très difficile de se maintenir à distance et c'est presque impossible. Et cet impact-là est de toute façon très distinct de ce que vous ressentez de votre propre travail. J'ai un ami qui a dit quelque chose qui me paraît très juste, c'est que ce bruit, ces réactions à un film, même quand ils se veulent positifs, finalement sont nocifs puisqu'ils entraînent une espèce de distorsion par rapport à la pureté de ce que nous, on ressent vis-à-vis du travail que l'on produit. Donc même s'il est impossible d'être complètement hermétique à ces bruits-là, à ces réactions-là, il faut s'en maintenir à distance autant que possible. Et vous arrivez, quand vous commencez à travailler sur un projet, en fait, à vous dire, ne pas vous poser la question de la réception du film, et vraiment de respecter totalement votre désir, sans vous poser la question de l'impact que le film aura sur le marché, sur les festivals, ou est-ce que c'est quelque chose que vous gardez quand même en tête? Only in one important respect. We don't think about it except in the respect of being realistic about what kind of movie it is in terms of, in the broadest sense, in terms of its commercial prospects. So we're not asking for a budget that's incommensurate with a reasonable expectation for the movie. And that's out of self-preservation, because if you don't ask those questions to a certain extent, you're not going to be in business very long, at least not in the United States. So we wouldn't ask, for instance, when we made Barton Fink or when we made Inside Llewyn Davis, we knew essentially where it fell in the most optimistic way in the marketplace, and we weren't asking for a budget that we would have, for instance, with something like when we made True Grit, where we knew that in the best case could be a movie that crossed over to a much larger audience than we're used to attracting, and therefore it was a reasonable bet for the studio to spend a considerably higher amount of money on. So that's it. But outside of that, no, we don't think about, we think about it in terms of our movies, in terms of how an audience is going to react, but it's an abstract audience. It's not, this is a mass audience, or this is this person or this kind of person or this demographic or any of the rest of it. And that's just in terms of, purely in terms of, does it work, is what you're, in a real broad sense, again, is what you're trying to do moment by moment. Is it working? Is it being communicated? Is it having the effect on the audience that you want it to? La seule question qu'on se pose en ces termes-là, au moment où on commence à travailler, c'est
en pensant à un public, mais qui est un public tout à fait abstrait, qui n'est pas un public spécifique, ciblé, étudié démographiquement, mais qui est un public abstrait. On se pose la question fondamentale de est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça marche, est-ce que l'effet recherché a des chances de parvenir jusqu'à ce public abstrait ou pas. On se pose cette question-là, mais pour ce qui est de la dimension commerciale, la seule question qu'on se pose, et elle est non négligeable, c'est la question de garder une cohérence entre le budget demandé et le succès remporté commercialement et qu'on peut estimer raisonnablement. Et donc ça, c'est au moins dans le marché américain, il n'est pas possible de ne pas se poser cette question-là et de ne pas anticiper en quelque sorte sur ce qu'un film peut engranger comme recette quand vous établissez le budget du film. Donc évidemment, on n'avait pas le même budget sur un film, on ne demandait pas sur un film comme Barton Fink ou Inside Llewyn Lewis, on ne demandait pas un budget qui soit comparable à celui de True Grit. Donc il faut quand même que quand vous mettez la machine en marche, vous sachiez à peu près ce que vous pouvez en attendre en termes de retour. Donc il n'y a que cette question-là qu'on se pose parce qu'on ne peut pas ne pas se la poser. Aussi parce qu'il y a une particularité, vous êtes scénariste, réalisateur, mais aussi producteur entre vous deux. Vous avez en cela une position qui ressemble beaucoup à la position des auteurs européens. Yeah, I'm not sure what the question is, but yeah, we. It's about the fact that you are also a producer, and maybe you think about that, all the economic aspects in a different way, as someone who works for a studio, for example. You are maybe more close to a French director or somebody who was working in Europe. The idea of auteur, for example, it's why maybe we love so much your cinema. It's not far away from our way of making film, not the result on the screen, but the way of producing it, thinking about it. Yes, I think that's true, and I think the way we sort of think of ourselves and I think function as a producer is less in terms of the things that you would normally sort of associate with American producers in terms of concern about marketability or those types of those types of things than it is in terms of just the nitty-gritty, the day-to-day administration of the movie and making sure that it runs smoothly. But yeah, no, I would agree. J'excuse juste Jean-Paul Rapneau qui ne part pas passer à l'embête, parce qu'il doit aller présenter Cyrano de Bergerac. On peut le applaudir encore une fois. Donc oui, en effet, je me reconnais assez dans cette définition-là, même si finalement nous sommes producteurs, mais dans un sens très éloigné de l'image qu'on peut avoir des producteurs américains, c'est-à-dire ceux qui sont censés prendre en main aussi la dimension du marketing et du ciblage, encore une fois, d'un film en termes financiers. Nous, c'est l'autre partie de la production, c'est les producteurs qui ont les mains dans le cambouis et qui s'assurent au quotidien que le film avance et que les choses peuvent se faire un jour après l'autre. J'ai une question pour Bruno, mais est-ce que vous êtes d'accord juste de traduire aussi sa réponse en anglais pour que Matt Dillon et d'autres personnes puissent comprendre, ou si vous le dites directement en anglais, Bruno, comme vous le souhaitez. J'avais une question par rapport à la façon dont vous travaillez avec eux sur le marché du cinéma américain. Est-ce que pour vous, il y a une grande différence dans votre travail que le travail que vous faites avec des réalisateurs français, ou est-ce que dans le fond, pour vous, ce qui compte, c'est surtout le rapport au réalisateur, et en fait, dans le fond, l'économie et l'industrie suivent ensuite? I don't know. First of all, I haven't worked in France for 15 years now, so the last time was with Sokolov, and it was a very special project on Francophonia. But before, it was with Genet, and a very long engagement was my last movie in France. I think it's the same. I don't feel totally disconnected when I work in the US or in England. It's kind of the same. I have bigger crews. That's more or less it. So it's and each director, Tim Burton is totally different than Joel and Ethan, and Sokolov is, another planet by itself. So it's I just try to adapt, and try to understand what they want to do. I'm not their shrink.
again. Because there's this, we discussed this morning about it, and there is this thing about... Il y a un risque de ça. Il y a le risque d'être leur psychiatre. Il y a un risque. No, it was cinematographer said. They said, we are the director's shrink. And I said, no. I mean, I'm not. I'm just working with them, and it's just trying to bring my input in the story. That's it. So it's more about the collaboration, whether it's with Tim Burton or Joel Neeson or Sokurov or Genet. It's you bring your own word and your not new technical approach. The technical approach is bullshit, but it's just what you think the story could be in terms of light and all the different elements, because I'm just one of the elements, and then there is a production design, hair and makeup and costume. So it's a teamwork and sound. I remember when we were doing Inside Llewyn Davis in the back alley where the guy knocked Isaac down, and in the storyboard there was a close-up of the guy who said, "Oh, you're a funny guy," and when I heard his voice, I suggested to Joel Neeson not to light him at all, to keep him silhouette, because his voice was so strong and so powerful and so intense, and lighting him would have ruined the whole thing. And so they agreed, and we didn't even shot the close-up of him. And suddenly it was all about a silhouette coming toward Isaac, and you see him for just like 12 frames. He worked into the light and he knocked him down. So it was, it's a long answer. But you have a good translator. So. Donc je dois d'abord dire que ça fait 15 ans que je n'ai pas travaillé en France, et la dernière fois que je l'ai fait, c'était avec Sokurov, qui était un personnage en soi et un monde en soi, et avant c'était ma collaboration avec Genet. Donc ça date un peu, mais je dois dire que non, il n'y a pas de différence dans mon expérience entre travailler avec des réalisateurs français en France ou avec Joel et Ethan aux États-Unis, ou quand je travaille en Angleterre. J'ai des équipes plus importantes numérairement, mais ça ne veut pas dire que ce soit différent. C'est à chaque fois en fait une histoire, une rencontre avec des réalisateurs, et c'est pas la même chose de travailler avec Tim Burton que de travailler avec Sokurov ou Genet ou Joel et Ethan. Et ce dont il s'agit, c'est en fait de parler ensemble et d'apporter, d'essayer de les comprendre. Alors j'ai entendu dire qu'il y a des chefs-op qui disent qu'ils sont comme les psys des réalisateurs. Moi, loin de moi cette vision, je ne suis pas du tout leur psy, mais il s'agit de leur comprendre, de comprendre l'histoire et d'apporter ma propre contribution à la collaboration que suppose cette histoire. Non pas en termes techniques, il ne s'agit pas de... L'aspect technique n'a vraiment pas d'importance. Ce qui compte, c'est comment ces collaborations vont se faire avec le décor, les costumes, le maquillage, la coiffure, avec le son. Surtout, c'est vraiment là que les choses prennent forme et que le film commence à exister. J'ai un souvenir, par exemple, sur Inside Llewyn Davis, où il y avait ce plan où le personnage se fait tabasser derrière, et tel que c'est au storyboard, le type qui venait le tabasser, on le voyait en gros plan. Et en fait, quand j'ai entendu sa voix, j'ai suggéré à Joel et Ethan que de ne pas l'éclairer, parce que je disais en fait sa voix déjà est tellement imposante que ce n'est pas la peine, que ça gâcherait tout en fait de l'éclairer. Je me souviens que finalement le gros plan on ne l'a même pas tourné, c'est-à-dire c'était une silhouette qui arrivait, on le voyait peut-être sur 12 images et c'est tout, il le tabassait, il partait, et donc voilà, c'est comme ça que se construit la collaboration, et avec à chaque fois un monde différent d'un réalisateur différent. Moi j'ai l'habitude de dire aux réalisateurs, de citer Pasolini et de dire que Pasolini disait que la technique est un artifice bourgeois. Maintenant je pourrais dire, comme dit Bruno Delbonnel, la technique c'est vraiment du bullshit. Et ça leur parlera peut-être plus. Alors, je me retourne justement vers vous, avant qu'on regarde un autre extrait d'un des films des frères Cohen. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question ? Ne vous gênez pas. Ici, alors ne bougez pas, je vais prendre un micro et j'arrive. Remettez votre main, que je vous vois, voilà.
Hi, Joel. It's really good to see you. I just had a question in terms of the humor of your films. How do you build the humor when you write the script, and how much that translates on set when you direct your actors? How do you work? I mean, because not every film you've made has been a comedy, but a lot of them have been. And I'm thinking of A Serious Man, for instance, where the pacing of the humor is very particular. I just wanted to hear your thoughts about how you built that on the script and then on set with the actors. Comment la dimension de l'humour se construit au stade de l'écriture et après, pendant le tournage avec les acteurs, le travail avec les acteurs. Par exemple, dans Serious Man. Well, it's interesting. I mean, you know, we really don't distinguish. It happens, you know, obviously initially in the writing, but I can't say that the writing of A Serious Man or Raising Arizona, for instance, something which is a sort of out-and-out comedy, felt any different than the writing of something like No Country for Old Men, in terms of sitting in the room and how we were going about it and feeling about it. I mean, at a certain base level, you know, all of our writing is we do to amuse ourselves. So, you know, and sometimes the way we amuse ourselves is by making each other laugh or finding the comedy in something. And sometimes the way we amuse ourselves is in crafting a scene or telling a part of a story that delights us, even if it isn't necessarily comedic. So it's not, so we don't have, there's no cookbook. In other words, there's no recipe. We don't sit down and write comedy one way and other things another way. I think that whatever you've done at the end of the day, without really knowing that you've done it, is implicit in the script, and that's what the actors and everyone else who's working on the movie responds to and has to be sensitive to. It's certainly the case that, you know, at a performance level, you can't really, you know, play comedy. Everything has to be played straight. Or if you play comedy for comedy, it's not comedy anymore. If you play comedy straight and you do it well, it's funny. So, and I think, you know, most actors know that. You can play comedy comedically, but then it becomes something else. It becomes a performance, which is slightly different from acting in a story, if that makes sense. C'est pas quelque chose d'intentionnel, c'est pas une démarche consciente de dire tiens, aujourd'hui on s'assoit, on va écrire une comédie. Je pense vraiment que au moment où on s'assoit tous les deux et on se met à écrire, on n'était pas du tout dans un état d'esprit différent pour Serious Man que vous citez, qu'on peut en effet identifier comme une comédie, que pour No Country for Old Men. Au moment où on l'écrit, on n'a pas ça en tête, on n'a pas l'intention de faire une comédie. Ce qu'on peut dire, ce qui est vraiment le terreau de notre travail commun au moment de l'écriture, c'est la recherche d'un plaisir. On est là pour se distraire, on est là pour prendre du plaisir tous les deux. Alors ce plaisir, ça peut être le plaisir de se faire rire mutuellement, et ça doit sans doute aussi imprégner la matière, le texte, mais ça peut être aussi le plaisir la simple description d'un moment de l'histoire et de retrouver cet enchantement dans le fait de le faire, même si l'histoire n'est pas une histoire amusante ou drôle, mais c'est juste ce plaisir de la création ensemble. Et tout ce travail-là, en fait, tout ce qui fait la matière du texte est complètement implicite. Rien n'est mis en avant, rien n'est intentionnel. Et c'est à cet implicite-là que les acteurs, comme tous ceux qui vont collaborer au film par la suite, doivent être sensibles et doivent réagir. Et en général, c'est ce qui se passe. En fait, un acteur s'approprie cette matière-là, et le comique est comique si on ne le joue pas d'une façon comique. Si on fait le comique en jouant ce qui est écrit, on bascule dans autre chose, qui peut être drôle aussi. Mais les acteurs le savent. En général, les bons acteurs savent que vous jouez normalement ou de façon neutre le comique, et c'est de là que surgit le rire.
Alors le plaisir, et puis le plaisir visuel aussi. Comment est-ce qu'on décrit une scène comme celle que l'on va voir maintenant, qui est tirée de Hail Caesar? Et donc on regarde l'extrait, qui est je crois le premier extrait. Comment est-ce qu'on conçoit cette scène-là? C'est une citation, évidemment, c'est une scène qui fait référence à des films hollywoodiens, d'Esther Williams, dans lesquels il y avait des scènes de danse aquatique. Mais comment est-ce qu'on la conceptualise? Well, well, first of all, that's a good example of a complete sort of indulgence, really, which is just a reverence for Busby Berkeley that I think sort of shamelessly we have tried to sneak into our movies, since the beginning. It's almost a little embarrassing, actually. So I don't know that that's necessarily, that wasn't so much written as it was, we wanted to have a number like that, and then we got, then we had to sit down and figure out what it was exactly. The problem is, of course, that this is a simulacrum of what they did. It's not the real thing, and it was completely reverse engineered technically, because you can't actually do what they did to make those scenes. And of course, it loses quite a bit, I think, in the translation, quite frankly. The technology is different. The only thing that's similar about this in terms of how it was done and how those original scenes were done is that was shot in the pool at MGM, which is now Sony, that the Esther Williams movies were made at. So we uncovered the pool and sort of restored it in order to, have something with a high enough ceiling to get up and shoot those scenes with those swimmers. And then the swimmers had to sort of learn a different style of synchronized swimming, which was, isn't done anymore, frankly. It was, it was a bit of a long climb for a short slide, as they say, and it is a really good example of our amusing ourselves, even when it doesn't necessarily amuse anyone else. Je crois que c'est un bon exemple de la facilité parfois à laquelle on se laisse aller tous les deux, et c'est peut-être presque gênant ici de dire ça, mais bon, c'est ça, c'est tout simplement notre adoration pour Busby Berkeley qui fait qu'on a toujours eu envie en fait de caser ce genre de séquences, de clins d'œil dans nos films, et là on s'est dit bon, comment on peut le faire ici, et finalement c'est un peu un hommage à l'envers, puisque finalement techniquement rien de ce qu'on a fait n'est comparable avec la façon dont ce genre de séquence était classiquement tournée et faite dans les films auxquels on est censé rendre un hommage. Donc la seule chose commune, si tant est qu'il y en ait une, c'est qu'on a tourné effectivement dans la piscine de la MGM de l'époque, qui est devenue Sony maintenant, qui était la piscine où on tournait ce type de film avec Esther Williams, et donc où il y avait un plafond assez élevé pour arriver
à tourner des scènes comme ça en plongée, c'est le cas de le dire. Mais à part ça, voilà, c'est des types de natation synchronisée qui ne se font plus. Et là, on s'est laissé aller. Mais c'est un bon exemple de voilà, comment nous, on s'éclate à faire des choses qui nous éclatent, nous, même si ça éclate pas forcément les autres. Ça nous fait plaisir, je crois. Une question de votre côté. N'ayez pas peur. Alors, par où est-ce que je vais passer ? Je vais passer par là. Ah ben, je vais m'arrêter là d'abord. Merci. J'aimerais poser une question assez générale sur l'art du cinéma. Comment vous conceptualisez le rôle du cinéaste, sa particularité à chaque fois qu'il réalise un film, qu'est-ce qu'il essaye d'accomplir, plutôt qu'en tant qu'artiste ou qu'en tant que travailleur, ou les deux? Andrei Tarkovsky disait qu'il voulait que le cinéaste cherche à donner forme aux vibrations de ses sens et que par ce biais, il essaye de sculpter le temps d'une certaine manière. That's a hard question. I mean, I can answer it in sort of practical terms. You know, what a director does is it comes down to just really one thing. It's just answering questions. 'Cause, you know, we're not digging ditches or building houses and nailing nails. We're just answering questions. You know, that's actually what we're doing. I don't look at it. I mean, I think the way Tarkovsky is talking about it is quite true and it's poetic, but I don't think about it that way, and I don't think Ethan does either. I think we think about it as purely as an exercise in it's just about some really primal instinct that human beings have to tell stories, and the questions that you answer are about how you make the best way to make that story in whatever medium you're using. And it's very difficult for us to think about it sort of beyond that. The questions that you're answering are about how to make that story so that someone outside of yourself can read the story, or read the story in the way that you want them, or prefer them to read the story, or read the story in the way that it has the most impact or power. And that's a very kind of base level description of how we think about it. But in terms of actually doing it, that's the way it's considered. And I don't know how to frame it otherwise. C'est une question vraiment difficile à laquelle je ne peux répondre que de façon assez pragmatique, assez pratique. C'est que je pense que finalement notre exercice consiste à répondre à des questions. On ne creuse pas des trous, on ne plante pas des clous, on répond des questions sur un élan qui est finalement un instinct assez primaire de l'être humain, qui est celui de raconter des histoires. Et donc notre démarche, alors même si je trouve la définition de Tarkovsky à la fois très, très juste et très poétique, je pense que ni moi ni Ethan, on a une approche qui est une vision de notre démarche qui serait similaire à la sienne. Nous, on se dit que dans cette intention de raconter des histoires, finalement, les questions que l'on pose, c'est celle de savoir comment cette histoire peut être racontée, par quels moyens, par quels médias est-ce que cette histoire peut être véhiculée pour que quelqu'un à l'extérieur de nous puisse la recevoir, la lire, et la lire avec le plus de force, avec le plus d'impact possible. Donc je pense que vraiment, dans notre pratique telle que nous l'exerçons à travers nos films, je ne vois pas d'autre façon que de cadrer la définition de notre démarche. There's actually one other way I could answer the question sideways, I think, which, and maybe this isn't answering the question, but it just occurred to me as another way of sort of expressing what you do and why you do it, which is that if you have the impulse to tell stories or to make movies, for instance, it can be that if you think of a story, the story, it's like an illness, and the only way to
cure yourself of the illness is to make the thing. And so in that respect, making the thing is an exercise in healing yourself or making the illness go away, because you feel somehow a hole or something something terrible if you don't have the opportunity to make it. It's not about sort of self-expression. It's about curing the illness of having this thing in you that you want to make. Peut-être que je peux essayer de répondre d'une façon différente, qui est de dire finalement, si je devais tenter d'expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi je fais ce que je fais, c'est que si vous vivez cet élan de raconter des histoires en écrivant ou en faisant des films, c'est qu'en fait les histoires qui viennent à vous sont comme des maladies que vous contractez, et la seule façon de vous défaire de cette maladie, c'est de faire l'histoire, d'en faire un film, d'en faire un produit dont il ne s'agit pas de s'exprimer, mais il s'agit de se guérir, de penser la plaie, l'abîme que crée en vous cette histoire. Right over here. Hey guys, it's a pleasure and an honor to have you here in Lausanne. And I wanted to ask a question about music, and I think this sequence shows it good. In some of your movies, you have these sequences where the songs and the music becomes kind of part of the fictional world. And I know for me, a big part of what I've kept from your movies is the soundtrack. So I wanted to know how kind of like the role you give to music when you're writing the script, and if you have specific songs in mind. Yeah, that's it. It's really different in every movie. I mean, some of the movies that, well, you know, we work principally since the beginning of our careers with two people, Carter Burwell, who's done all the scores for our movies, and T-Bone Burnett, who has worked on all of the movies where there's been musical performance or the music that scoring the movie is essentially source music. And in those cases, in working with T-Bone, the music really has been there from the beginning, and that's part of the whole impulse of making those movies. Movies like Oh Brother and Inside Llewyn Davis, and partially in the last movie we just did. In other movies, we've had a good idea of what we want the musical score to be while we were writing the movie, and in some movies, we've had no idea what we want the score to be, and Carter comes in and looks at an early cut, and we start talking about it at that point. And in still other movies, like No Country for Old Men, we had no idea, and then we decided that no idea was a good idea, and we didn't put a score on it. So it's really all over the map. C'est vraiment notre rapport à la musique diffère complètement d'un film à l'autre. C'est à chaque fois une nouvelle démarche. Nous avons deux personnes qui sont des personnes clés. L'une qui compose en fait les bandes son au fur et à mesure que nous avançons sur le projet du film, et l'autre quand il y a de la musique à composer, de la musique source à créer, qui est T-Bone. Et la façon dont on travaille avec lui, ce sont parfois très souvent en fait l'idée même du film, la genèse du film inclut déjà la dimension de la musique. C'est le cas de Oh Brother, c'est le cas de Inside Llewyn Lewis, et dans une certaine mesure le cas de notre dernier film aussi, où la musique était vraiment au centre du processus de fabrication du film. Et dans d'autres cas, on ne sait pas, au moment où on écrit, on ne sait pas quel type de musique on veut, et c'est seulement plus tard, dans les étapes successives, qu'on s'assoit avec lui et qu'on crée la bande-son. Et puis il y a des moments comme dans No Country for Old Men, où une fois le film fini, on ne savait toujours pas quelle musique on voudrait dessus, et à tel point qu'on s'est dit que finalement pas de musique serait peut-être la bonne solution, et on n'en a pas fait du tout. Donc ça varie à chaque fois. Alors on peut peut-être regarder juste un extrait effectivement de The Ballad of
le dernier film, of Buster Scruggs, un début dans lequel il y a une scène musicale. On en regarde juste un extrait, peut-être vous nous expliquerez la connexion de cette scène de départ. bless you and keep you, Mother McCree. Ce qui est beau dans ce début de film, par rapport à ce que vous avez dit sur la musique, c'est que souvent la musique, dans ce film-là particulièrement, est très englobante, donne le sentiment d'une très grande douceur, presque d'une forme de naïveté. Et en fait, vous faites gagner souvent la scène par la musique que le personnage apporte avec lui, qui chante, qui est beaucoup plus dure, moins harmonieuse. Et dans le fond, ce film-là, mais comme beaucoup de vos films, joue le décalage entre quelque chose qui est presque... ce film-là particulièrement, puisque c'est un livre d'images, entre un côté vignette, quelque chose de très idéal, et puis la violence des rapports humains, la violence des hommes entre eux, de ce qui se passe. Et cette scène est amusante par rapport à ce que vous avez dit avec la musique, parce que c'est vraiment la musique diégétique qui gagne sur la musique extra-diégétique qu'on a entendue au départ. Yeah, well, in this case, I mean, you're right. This was very deliberately about the human voice and even the human singing voice coming in and upsetting the sort of balance of nature. He comes in and he scares the animals away, and then after the story has really unfolded, he leaves and sings again, leaving the valley scarred. So that was, specifically, it was actually specifically part of this one story was based on, not original to us, it was based on a Jack London story. And in fact, that's explicit in the story itself. He starts it with a description of someone coming in singing into that valley. But the music in Buster Scruggs was interesting because, you know, we had 6 different stories with 6 different scores. We started the movie on this book, with a melody that is really recognizable to almost every American, which is comes from an old English ballad, but Americans know it. The song is "The Streets of Laredo." It's an old cowboy song, and then Brendan sings it. Brendan Gleeson sings it again in its original Scotch-Irish ballad form at the end of the movie. And it's the one thing that kind of unifies the score and the musical feeling in the movie. And we felt because it has a deeply sort of elegiac tone to it, and because it's deeply, deeply about dying, that it was appropriate, and also for its familiarity, frankly, because it resonates with an American audience, I think, in specific ways. En l'occurrence, oui, dans la scène qu'on vient de voir, et pour cette histoire-là, c'est tout à fait ça. C'est très délibéré de montrer comment la voix humaine, même si c'est une voix qui chante, vient complètement interrompre l'harmonie et la douceur de la nature et effrayer les animaux. Et puis une fois qu'il a porté
la blessure qu'il portait au lieu, il repart en chantant et il laisse de nouveau la nature reprendre ses droits. Mais en fait, en l'occurrence, cette histoire-là est inspirée d'une histoire écrite par Jack London, et dans son texte déjà, c'est explicité de cette façon-là. Donc il y a vraiment ce rapport-là. Mais en l'occurrence, Buster Scruggs, à ce titre, est vraiment intéressant, le travail qu'on a fait sur la musique, parce que ce sont 6 histoires différentes avec 6 partitions différentes. À chaque fois, on repartait sur autre chose, mais on voulait qu'il y ait une sorte de fil conducteur. Puisqu'on passait d'une histoire à l'autre, d'un chapitre d'un livre à l'autre, le fil conducteur a été une mélodie commune, qui est une mélodie qui est extrêmement familière pour toute oreille américaine, puisque c'est une ballade anglaise qui résonne comme ça et qui ouvre le film et qui finit par être reprise à la fin dans la dernière histoire, et avec cette tonalité comme ça écossaise, irlandaise, qui nous a paru intéressante de reprendre, tout d'abord pour son contenu, parce que ça traite d'une dimension très élégiaque, et puis ça traite très profondément de la question de la mort, et aussi en raison de ce côté très connu de la connivence que ça susciterait pour le public américain. Bruno, de la même façon, ce film-là, il est particulier parce qu'on part toujours d'une image, d'un dessin, là aussi très naïf, comme un livre d'images, et puis ensuite il faut suivre avec le film, avec la composition du cadre. Comment est-ce que vous aviez connaissance de l'image qu'allait introduire chaque fois le segment que vous alliez éclairer et travailler, ou est-ce que c'était quelque chose que vous aviez vu avant de commencer à travailler et sur lequel vous essayiez de régler votre pas? No, I mean, in fact, those illustrations came at the very end when you were cutting the movie, in fact. So, no, when we started discussing about it, it was more about film reference at the very beginning, you know, so... Which kind of film, for example? Oh, there was the big trail, and Once Upon a Time in the West, and The Searchers. What else? I don't remember. But it was those kind of thing. So, for example, the James Franco one was really loosely based on Once Upon a Time in the West. So it was the beginning of the discussion. So, but we didn't know really where to go. And in fact, the question was more about each story should have a different look or not. That was the question that we only answered at the very end. When we start grading the movie, in fact. So it was, so when I shot it, I didn't know, so, and in fact I didn't care. You see, I mean, it was not a very interesting thing. First of all, because I didn't have so much action on the sun. You know, when you shot in Colorado there, we were unlucky, and we had very bad weather. But so you just want to bring the shot back, you know, and shoot it. For example, when you see Tom Waits waiting, we are on his back, you know, looking towards the valley. We probably waited a couple of hours before the sun showed up, and so it was a mess. And then it only came out for 30 seconds. 30 seconds. Yeah. So, but it was, yeah. I think for me, Buster was more about my vision of the American landscape, and my vision of it is based on John Ford or Raoul Walsh or those kind of amazing directors, and because I visited, you know, places in America, but it's such a different landscape than a French landscape, as you can imagine. Non, en fait, ces illustrations ont apparu au moment du montage, et quand nous, on travaillait, on parlait ensemble de la façon dont on allait tourner, à quoi ressemblerait l'image, les discussions portaient plutôt sur des références cinématographiques. C'était, par exemple, pour le deuxième film, celui avec James Franco, on savait qu'on voulait quelque chose qui soit vraiment proche de l'atmosphère Il était une fois dans l'Ouest. Et la question qui se posait, c'était est-ce que d'un film à l'autre, est-ce que
l'image, il y aurait quelque chose de commun, ou est-ce que chaque film aurait sa propre identité visuelle? C'était ce genre de discussion. Et finalement, une fois qu'on était sur le tournage, la seule chose qui comptait, c'était d'arriver à tourner nos plans à temps, puisque bizarrement, dans le Colorado, on n'a vraiment pas eu de chance avec le temps. Et par exemple, le plan où on voit Tom Waits de dos qui attend que le soleil sorte, on a vraiment attendu pendant des heures que le soleil sorte, et quand il est sorti, ça a duré 30 secondes. Donc ce qui était compliqué, c'était surtout de mettre les images en boîte. Et je crois que pour tout ce film, pour moi, finalement, la façon dont moi je le percevais, c'était ma vision du paysage américain, qui est si spécifique, si différent du paysage français. Et ma vision du paysage américain était bien sûr largement formée par les films de John Ford, de Raoul Walsh ou de ces grands réalisateurs. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Puisque le temps tourne, je vais prendre celle d'en haut. So, thank you very much for being here. As you said at the beginning, you've been very inspired by books that you have read. And I would like to know maybe 3 books that have inspired you in your personal life and also in your movies. And just a second question, all of your movies have a deep philosophical meaning, and I would like to know if you have any philosophical movement that you follow, or many of them, a combination of them. Yeah. Well, to answer the second question first, that's really a question from my brother who has studied philosophy. No, I don't. No, I don't, and it's not. I don't. The answer is no, and I don't think it's the way we sort of think about what we do in terms of storytelling. In terms of literature, it really is particular to. It's that's a very general question in terms of my own personal life, and of course, it's like making if you choose something, then you realize retrospectively it was completely arbitrary because there's 14 other things that are just as important or more important, but that's the one that. But in terms of the movies, we started out with our first movie wanting to do a genre movie and reacting to the books of James M. Cain and Dashiell Hammett, because they were the genre novels that sort of spoke most loudly to us at that point when we were quite young, and just the construction of the stories and the sort of ideas in the stories. So that's true of everything, the movies like Blood Simple or Miller's Crossing. Other books, the books that are quite obvious in terms of things that we responded to were the adaptations that we made. So when we saw the No Country for Old Men when it was in galleys, it was sent to us before it was published. And not only had we been avid readers of Cormac McCarthy up till that point, but we also thought that this was a book with a lot of interesting ideas in it, but also peculiarly, unlike I think almost all of Cormac McCarthy's other books, actually suited to some kind of filmic adaptation. It's interesting because I didn't know at the time, and I subsequently found out that book was originally written as a screenplay with a completely different story, and he rewrote it as a novel, significantly changing the story. And then we rewrote a screenplay of it, not knowing that he had started that way, which is just was fascinating to me, because I think that he's a great writer, but I think that most of his other books would be very, very difficult to adapt into movies. True Grit was that was something else. That was a book that I read my kid when he was little and thought, without really, I understood there was a previous version of that movie, but I wasn't really interested in that. I just thought, well, that could be a good movie. So, it just seemed eminently adaptable as well.
La question sur la philo, c'est plutôt à mon frère de répondre, parce que c'est lui qui a fait des études de philo, c'est pas moi, mais je pense vraiment pas que notre démarche de cinéaste ait à voir avec ça, avec le fait de vouloir poursuivre une école philosophique. Et pour ce qui est de la littérature, je ne peux pas dire des choses sur ma vie en général, parce que des livres qui ont compté dans votre vie, typiquement, c'est le genre de réponse, dès que vous pointez quelque chose, vous êtes sûr d'avoir manqué plein d'autres choses qui étaient plus importantes et qui ne vous sont pas passées à l'esprit à ce moment-là. Pour le cinéma, c'est assez différent. Surtout les premiers films qu'on a faits, ça a vraiment été des sortes de réactions. Il y avait un rapport immédiat avec la littérature qui avait vraiment cours à l'époque et qui se lisait, que ce soit Hammett ou que ce soit McCain. Donc des films comme Miller's Crossing ou Blood Simple sont très, très directement liés à nos lectures de l'époque, à une atmosphère littéraire de l'époque. Et puis il y a une autre nature de relations à la littérature qui ont été les adaptations qu'on a faites. Et en l'occurrence, pour No Country for Old Men, on a reçu la proposition d'en faire un film avant même que le livre sorte. Et ça a été très étonnant pour nous d'apprendre par la suite que Cormac McCarthy, pour moi, est vraiment un auteur qui mérite, vraiment, qui a quelque chose de très cinégénique, de très apte à devenir des films, même si beaucoup de ces livres sont très difficiles à adapter. En l'occurrence, ce film-là, ce livre-là, on a su qu'il a d'abord été écrit comme un scénario et dont l'histoire était très différente de ce qui est devenu le roman par la suite. Et nous, on ne savait pas, en voulant l'adapter à un scénario, on ne savait pas que ça avait été finalement la première existence de l'histoire. Et pour True Grit, ça a été quelque chose de complètement différent. Ça a été en fait une histoire que je lisais pour mon fils, daughter, son, mon fils. Et c'est en lui lisant que, en fait, il y a eu une première adaptation au cinéma qui est très différente. Et c'est tout simplement en lisant cette histoire comme une lecture du soir que je me suis dit ça ferait un film pas mal. Donc voilà, des choses différentes. On va devoir vous libérer, mais j'ai une dernière toute petite question subsidiaire. C'est quoi le problème dans le dernier film avec le dos, avec être de dos, se faire tirer de dos, regarder par-dessus son épaule pour tirer à l'envers, et le petit garçon qui court à côté des chariots de dos, à qui sa mère dit « Arrête de faire ça, c'est stupide, tourne-toi ». C'est quoi le problème avec le dos ? That's very interesting. I've never thought about it. Vous n'avez pas pensé? Completely shot in the subconscious. Okay. No, there was no design to that. You're pointing it out to me for the first time. I was wondering during all the film, what is the problem with that? To being in the backyard? I don't know. Yeah. There is something about that. Yeah. Maybe I'm kind of shrink. Yeah. Merci infiniment. Merci. Thank you, sir, so much for the time you spent with us.